Je m'appelle Céline, j'ai 33 ans, je vis à Reims, dans le nord de la France, et je travaille comme réceptionniste dans un laboratoire. Ce n'est pas le métier le plus glamour du monde, mais il est stable et me permet de payer mes factures à temps. J'ai toujours été cette personne qui économise, qui aide les autres avant de penser à elle-même. Pendant longtemps, je pensais que c'était juste, que c'était ce qu'une bonne fille devait faire. Mes parents vivent dans une petite ville, Épernay, à une quarantaine de minutes d'ici. Ils habitent une vieille maison qui demande toujours des travaux, mais ils ont toujours voulu y rester. Alors j'ai fait ce que je pouvais pour les aider. Ces 2 dernières années, c'est moi qui ai payé presque tout ce qui concernait l'entretien de la maison. L'électricité, la plomberie, la peinture, les réparations du toit. Tout. Je ne me suis jamais plainte parce que je pensais que c'était le minimum. Mon frère, Damien, lui, n'aidait jamais. Il disait qu'il était en transition de carrière. D'abord la musique, puis la mode, ensuite les crypto-monnaies. Chaque semaine, une nouvelle idée. Mais quand il s'agissait de demander de l'aide à mes parents, il était toujours là. Malgré tout, je ne me disputais pas avec lui. Je me disais que si je pouvais aider, tant pis. Mais au début de cette année, tout a changé. Je préparais ma visite pour Noël chez mes parents. J'avais déjà acheté les cadeaux, posé mes congés, mis de l'argent de côté pour contribuer au repas. Mais 3 semaines avant, ma mère m'a appelée, avec cette voix bizarre, en essayant d'être légère. « Céline, ma chérie, cette année, il vaut peut-être mieux que tu ne viennes pas, d'accord ?» J'ai marqué un silence. J'ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Elle a hésité, puis m'a dit que Damien traversait une période difficile et qu'il ne se sentirait pas bien si j'étais là, qu'il était très sensible et que le moindre conflit pourrait être un problème. Je suis restée figée, le téléphone à la main, incapable d'y croire. Moi, un problème? Moi qui avais payé toutes les réparations de la maison ces derniers mois, qui avais acheté un nouveau four quand l'ancien était tombé en panne, et maintenant, j'étais l'intruse. J'ai parlé lentement, pour qu'elle ne dise pas que j'étais énervée. J'ai demandé « Alors, vous préférez le confort de Damien à ma présence ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste dit que c'était juste pour cette année, que Damien était fragile et qu'il valait mieux éviter toute tension. Et bien sûr, qu'elle m'aimait beaucoup. J'ai raccroché en ayant l'impression d'avoir été poussée dans le dos. J'ai toujours été mise de côté, depuis toute petite. Damien a toujours été le chouchou. Il faisait des caprices, cassait des choses, menaçait de fuguer, et tout le monde s'inquiétait pour lui. Moi, je me tenais bien, et personne ne le remarquait. Je pensais qu'avec le temps, les choses changeraient. Qu'en grandissant, on reconnaîtrait celle qui était vraiment là. Mais ce jour-là, j'ai compris que pour eux, j'étais toujours invisible. Je suis allée à mon ordinateur et j'ai ouvert le tableur où je note tous les paiements que je fais. Rien que cette année, j'avais envoyé plus de 3 200 € pour eux. Sans compter les cadeaux d'anniversaire, la facture de gaz, le plombier que j'ai réglé avec ma carte, les meubles que j'ai achetés pour leur salon. Tout ça sans jamais rien demander en retour. Même pas un vrai merci. Sur le moment, je suis allée sur le site de ma banque et j'ai annulé le virement automatique que je faisais chaque mois. Ce n'était pas grand-chose, mais ça aidait pour les dépenses courantes. Si je n'étais pas la bienvenue à Noël, eh bien, qu'il ne compte plus sur mon argent non plus. Pas par vengeance, mais par respect pour moi-même. Les jours suivants, j'ai eu du mal. Je me demandais si je n'étais pas trop dure. Mais après des années à entendre que j'étais forte, mature, que je comprenais mieux les choses, j'ai réalisé que c'était juste une façon polie de me reléguer au second plan. Damien pouvait se tromper 1000 fois, changer d'idée, échouer, mentir, disparaître, et il y avait toujours un câlin qui l'attendait. Moi, je n'avais même pas le droit d'exister tel que je suis. Cette semaine-là, j'ai commencé à mal dormir, à me réveiller avec des douleurs dans le dos, nerveuse, mais malgré tout, je n'ai pas fait machine arrière. Je suis restée ferme. Début décembre, mon père m'a envoyé un message pour dire que le chauffage de la maison avait un problème. Il m'a demandé si je pouvais avancer de l'argent pour la réparation, parce qu'il faisait très froid. J'ai lu et j'ai réfléchi. L'année dernière, c'est moi qui avais acheté ce chauffage. Et maintenant, il voulait que je paie pour le réparer aussi? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, mon frère m'a envoyé un message, une seule phrase. « T'es contente maintenant ?» C'est là que j'ai compris que pour eux, je n'étais que ça. Celle qui règle les problèmes. Celle qui ne fait pas d'histoire. Celle qui cède. Mais j'en avais assez d'être cette personne. Après ce message de Damien, j'ai réalisé que rien de ce que je ferais ne changerait le rôle qu'il m'avait donné dans la famille. Et le pire, c'est que j'avais accepté ce rôle trop longtemps. Pendant des années, j'ai cru que donner de l'argent, c'était comme recevoir de l'amour. Et quand il n'y avait pas de reconnaissance, je trouvais des excuses. Je me disais qu'ils étaient occupés, distraits, que c'était juste passager. Mais non, c'était toujours comme ça. Je réglais tout et j'étais quand même la première à être mise de côté. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Jamais pour savoir si j'allais bien, si j'avais envie de quelque chose, si je viendrais leur rendre visite. C'était toujours pour un besoin. Le gaz, l'électricité, la plomberie, le four. Je disais toujours oui, parce que je pensais que ça me rendait importante. Mais en y réfléchissant calmement,
J'ai compris que je n'étais pas importante. J'étais utile, et être utile, ce n'est pas être aimé. Quand j'ai arrêté de répondre, les jours sont devenus plus silencieux. Plus de demandes, plus de reproches. Juste le vide. Au début, je pensais que j'allais me sentir coupable. Mais c'était l'inverse. J'ai ressenti du soulagement. Pour la première fois, j'ai arrêté de penser aux autres et j'ai commencé à penser à moi. J'ai remarqué que mon propre appartement avait besoin d'attention. La robinetterie fuyait. Le micro-ondes ne fonctionnait plus correctement. L'étagère était bancale. Je remettais toujours à plus tard parce que tout mon argent partait chez mes parents. J'ai commencé à m'occuper de mes affaires. J'ai acheté une nouvelle cafetière, changé les ampoules grillées, demandé un devis pour remplacer le chauffe-eau de ma salle de bain. Tout ça avec l'argent que j'envoyais avant. Et ça m'a fait un effet étrange, mais agréable. Je n'avais jamais investi en moi. C'était comme si je redécouvrais qui j'étais vraiment. Au milieu de tout ça, j'ai reçu un nouveau message de ma mère, plus court cette fois. Elle disait que la maison était très froide, que mon père avait mal au dos et que Damien restait enfermé dans sa chambre toute la journée. J'ai lu, j'ai refermé mon téléphone et j'ai continué à faire la vaisselle, sans drame, sans culpabilité, parce que ce n'était pas ma responsabilité. J'ai essayé pendant des années de faire partie de cette famille. J'ai été présente, j'ai aidé, j'ai respecté, mais ils m'ont toujours traité comme un accessoire. Et maintenant que j'ai dit non, on dirait que leur monde s'écroule. Ce n'était pas juste. 3 jours sans réponse, mon père m'a appelé. J'ai vu son nom s'afficher, j'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Ce n'était pas un appel pour prendre des nouvelles, c'était pour faire des reproches. Et je ne voulais plus vivre comme ça. 1 heure plus tard, il m'a envoyé un message disant que la maison était à 11 degrés, qu'il dormait avec 2 paires de chaussettes et 3 couvertures. J'ai lu et j'ai pensé, et moi, combien de nuits j'ai passé à avoir froid pour leur envoyer de l'argent? Combien de fois j'ai renoncé à sortir, à m'acheter un nouveau manteau, à réparer ma chambre, juste pour que leur maison soit en ordre? Ils n'ont pas pensé à moi quand ils m'ont exclu de Noël. Ils n'ont pas demandé comment je me sentais. Ils ont juste dit que c'était mieux que je ne vienne pas, pour ne pas déranger Damien. Mais maintenant, ils étaient désespérés parce qu'ils n'avaient plus personne pour tout régler à leur place. Et moi, je n'étais plus cette personne. À la fin de la semaine, Damien a posté une photo sur les réseaux sociaux avec une légende disant que la maison ressemblait à un frigo. J'ai failli rire, parce que c'était vrai. La maison était gelée. Mais pas parce que je l'avais voulu. Elle était comme ça parce qu'ils avaient choisi de m'écarter. Et chaque choix a un prix. Je n'en tirais pas de joie. Je ne leur souhaitais pas de mal. Je ne voulais simplement plus être utilisée. Pour la première fois, j'apprenais à me respecter. Et le plus fou, c'est que quand tu commences à te respecter, les gens pensent que tu as changé, que tu es devenue froide, égoïste, ingrate. Mais en réalité, tu as juste arrêté d'accepter des miettes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à discuter davantage avec une collègue, Sophie. Elle m'a dit une phrase qui m'est restée en tête. Ceux qui ne te cherchent que quand ils ont besoin de toi, ce ne sont pas des liens. C'est un fardeau. Et c'était exactement ça. J'étais fatiguée de porter ce fardeau. Je voulais faire partie de cette famille. Mais maintenant, je n'allais plus supplier pour avoir une place à leur table. J'ai choisi de m'occuper de ma propre table. Tout ce que je te raconte m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent la même chose. Qui aident, qui peinent, qui règlent tout, mais qui sont toujours reléguées au second plan. Alors, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, peut-être que toi aussi, tu as vécu quelque chose de similaire. Peut-être que tu t'es senti utilisé, oublié ou ignoré par ceux que tu as toujours mis en priorité. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, on partage des histoires vraies, comme la mienne, qui peuvent t'ouvrir les yeux à celles qui ont souffert en silence trop longtemps. Et si cette histoire t'a touché, dis-moi dans les commentaires ce que tu ferais à ma place. Je veux vraiment savoir ce que tu ressentirais si on t'excluait d'une fête importante après tout ce que tu as fait. Ton avis compte et peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Les jours passaient et mon silence semblait déranger plus que n'importe quelle dispute. Je ne criais pas, je ne discutais pas, je n'envoyais pas de pics. J'ai juste arrêté de répondre, d'envoyer de l'argent, d'être disponible, et ça semblait plus offensant que tout le reste. Mon père a commencé à envoyer des messages de plus en plus brefs et secs. D'abord, il demandait si j'avais vu le problème du chauffage. Ensuite, il disait que ma mère était enrhumée et que la maison devenait invivable la nuit. Dans un message, il a écrit « Si tu te considères encore comme membre de cette famille, c'est le moment de le prouver. » J'ai lu cette phrase 3 fois. J'avais envie de répondre. Mais qu'est-ce que j'aurais écrit? Que membre de la famille, c'est celle qu'on n'invite pas à Noël? Celle qui paie tout en silence et qu'on traite comme une gêne? J'ai respiré profondément et je me suis dit « Vous ne me voyez pas comme une famille, vous me voyez comme un compte en banque. » Damien, lui, faisait comme d'habitude, disparaissant des réseaux, réapparaissant juste pour se plaindre ou lancer des pics. Une amie commune m'a raconté qu'il disait partout que j'étais égoïste, que j'avais abandonné mes parents dans le froid. Abandonné, moi, celle qui a soutenu cette maison pendant 2 ans entiers, qui a payé réparation après réparation sans jamais entendre un merci.
celle qui a été écartée de la famille à cause d'un caprice de mon frère et qui était quand même vue comme la méchante, j'ai commencé à comprendre que mon absence leur convenait. Parce que quand j'étais là, ils savaient que je voyais tout. Les mensonges, les manipulations, les omissions. Ma présence était un rappel constant qu'il y avait quelqu'un qui se donnait vraiment. Mon absence leur servait d'excuse pour tout. Ils pouvaient dire qu'ils allaient mal parce que Céline s'est éloignée et pas parce qu'ils m'avaient ignorée, méprisée et émotionnellement abusée, moi qui avais tant fait pour eux. À l'approche du week-end avant Noël, les messages se sont multipliés. Ma mère, qui était restée silencieuse pendant des semaines, m'a envoyé un long message. Elle disait que le froid empirait, qu'ils dormaient dans le salon avec toutes les fenêtres couvertes de couvertures, que Damien ne sortait plus de sa chambre, qu'elle était épuisée, avec des maux de tête constants et des tremblements dans les mains. Elle disait qu'elle savait que j'étais peut-être blessée, mais que la famille, c'est plus important que les rancunes. Écoute, j'ai lu tout ça avec un nœud dans l'estomac, parce qu'une partie de moi voulait dire « Bien sûr, maman, je vais aider, comme toujours », mais l'autre partie, celle qui avait appris à s'aimer, m'en a empêché. Parce que ce n'était pas juste de la rancune, c'était de la fatigue, de l'épuisement à tout porter seule et à être toujours celle qu'on blâme. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai renoncé à m'acheter quelque chose pour leur envoyer de l'argent, à tous ces jours à travailler debout, à entendre des clients crier, à sourire sans en avoir envie, pour rentrer chez moi et payer leurs factures. Et je me suis demandé, qui s'occupe de moi? Qui m'a envoyé un message quand j'étais malade? Qui m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose? Personne. Le silence est assourdissant quand il vient de ceux dont on attendait de l'affection. Et le leur était toujours rempli de bruit. Quand ce n'était pas une demande, c'était un reproche. Quand ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la manipulation. Je me suis refusée à continuer dans ce cycle. Ce samedi-là, j'ai rangé mon appartement. J'ai changé les draps, nettoyé la salle de bain, tout préparé pour une soirée tranquille. Le dimanche, je suis allée à la boulangerie. J'ai acheté un pain spécial, du brie et une petite bouteille de vin. J'allais passer Noël seule. Mais pour la première fois, ce serait un Noël où je serais en paix, sans me sentir utilisée, sans peur d'être mise à l'écart, sans avoir à sourire en faisant semblant que tout allait bien. Ce n'était pas ce dont j'avais rêvé, mais c'était ce dont j'avais besoin. Et au fond, je savais que c'était le début d'une nouvelle phase. Une phase où je ne serais plus celle qu'on appelle seulement quand quelque chose manque. Je voulais qu'on se souvienne de moi pour ce que je suis, pas pour ce que je donne. Et si ça signifiait m'éloigner, j'étais prête à avancer. Le téléphone sonnait encore de temps en temps. Parfois, de nouveaux messages arrivaient. Mais ça ne me touchait plus, parce que je savais que dans cette maison, ma présence n'avait jamais vraiment été désirée. Seulement ce que je pouvais offrir. Et maintenant que j'avais arrêté d'offrir, ils ne savaient plus quoi faire. Mais c'était leur problème. Et j'avais appris que je n'avais pas à tout résoudre seule. À la veille de Noël, ma mère a essayé de m'appeler 3 fois. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Pas par colère, mais parce que je savais ce qu'elle allait dire. Et je l'avais déjà entendu. Des demandes. Des excuses. Peut-être même une tentative de me faire culpabiliser en disant que je déformais tout. Mais la vérité, c'est que quand quelqu'un veut vraiment s'excuser, on le sent. Et à ce moment-là, ce que je sentais, c'était juste leur panique de ne plus avoir quelqu'un pour résoudre leurs problèmes. J'ai passé cette journée à m'occuper de mes affaires. J'ai préparé un poulet rôti simple, des légumes et un gâteau à la carotte qui m'a toujours réconfortée. J'ai dressé la table avec soin, mis une musique douce et je me suis autorisée à vivre un Noël sans poids, sans ce nœud dans la poitrine, sans avoir à supporter une ambiance tendue, sans faire semblant que tout allait bien alors que je me sentais oubliée. Et c'était différent, parce que même seule, j'étais bien. Je m'étais offert un cadeau, un vrai, un Noël avec du respect. Et ça valait plus que n'importe quel cadeau acheté en magasin. Après avoir mangé, je me suis assise sur le canapé et j'ai repensé aux autres fêtes, à tous mes efforts pour être présente. Même quand je n'avais pas d'argent, j'achetais quelque chose, j'aidais à cuisiner, je faisais la vaisselle, je m'occupais des détails, mais ça n'a jamais suffi. Et quand j'ai dit « je ne peux pas », je suis devenue l'ingrate. Mais maintenant, je comprends que ce n'était pas de l'égoïsme. C'était une nécessité, parce qu'on a tous nos limites. Le lendemain, le 25 décembre, je me suis réveillée sans aucune notification. Pas de message de Noël, rien, comme si j'avais disparu. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé. Je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille, parce que quand on compte vraiment, les gens font un effort. Ils appellent, ils cherchent, ils demandent, ils envoient un message, ils essaient de comprendre. Mais moi, j'ai eu droit au silence. Et là, je me suis dit, s'il faut être seule, autant que ce soit par choix, pas par exclusion. Cette semaine-là, j'ai repris ma routine. Travail, courses, maison. Et petit à petit, je me suis sentie plus légère, comme si je récupérais de l'espace en moi, comme si, doucement, je me relevais. Et ce n'était pas parce que les choses s'amélioraient à l'extérieur. C'était parce qu'à l'intérieur, quelque chose avait changé. J'avais arrêté de courir après ceux qui ne me cherchaient que par intérêt. J'ai commencé à m'occuper de moi, à prêter attention à mes propres émotions.
Et ça n'a pas de prix. Un jour, fin janvier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'entreprise de maintenance que j'avais engagée l'année dernière pour réparer la chaudière chez mes parents. Le technicien m'a demandé si je voulais renouveler le contrat. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Non, je ne suis plus responsable de cette maison ». Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit qu'il allait clôturer le dossier. Je l'ai remercié. En raccrochant, je me suis sentie étrangement libre. Parce que je savais, à cet instant, que j'avais coupé le dernier fil qui me rattachait à cette obligation, à cette dépendance qui ne fonctionnait que dans un sens. Et c'est là que j'ai vraiment compris. Quand on arrête de soutenir ce qui est cassé, le poids s'en va. Mais le plus beau, c'est que dans tout ce processus, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, des collègues, des voisins, des gens qui me traitaient avec gentillesse sans rien attendre en retour. L'une d'elles, c'était Camille, une nouvelle collègue au labo qui m'a proposé de prendre un café après le travail. On a discuté pendant des heures. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie écoutée. Elle m'a raconté des bouts de sa vie, je lui ai raconté les miens, et j'ai réalisé qu'il existe des gens qui nous voient tels que nous sommes, qui ne nous considèrent pas comme une ressource, mais comme une présence. Ça m'a donné la force de continuer, de comprendre que mon histoire n'était pas finie. Elle avait juste pris une nouvelle direction. En février, après un long silence, mon père a débarqué chez moi. Je venais de rentrer du travail. J'enlevais mes chaussures quand la sonnette a retenti. J'ai pensé que c'était une livraison, mais c'était lui. Debout, le visage fatigué, un vieux manteau, les yeux rougis. Pas le regard de quelqu'un qui vient s'excuser, celui de quelqu'un qui vient réparer quelque chose parce qu'il a besoin d'aide. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour écouter ce qu'il avait à dire. Il a commencé en disant qu'il ne savait plus quoi faire, que la maison avait des infiltrations, que la chaudière était complètement HS, que ma mère avait des douleurs à la poitrine à cause du froid, et que Damien sortait à nouveau avec des amis en dépensant le peu qu'ils avaient. Il m'a demandé si j'avais un peu d'argent, n'importe quel montant, que ça aiderait beaucoup. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Il a continué, disant qu'il savait que l'histoire de Noël avait été exagérée, que je n'aurais pas dû le prendre aussi au sérieux, que l'intention n'était pas de m'exclure. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu sans élever la voix. J'ai dit que je l'avais pris au sérieux parce qu'eux l'avaient fait. Que quand on met quelqu'un de côté aussi facilement, c'est qu'il n'a jamais été une priorité. Et que maintenant, ce qu'ils ressentaient n'était que le reflet de leur propre choix. Il m'a fixé, comme s'il ne s'attendait pas à entendre ça. Peut-être qu'il pensait que j'allais craquer, que j'allais céder, comme toujours, mais j'étais calme. Pas parce que ça faisait moins mal, mais parce que je n'avais plus ce besoin de plaire. Il a essayé de dire que la famille, c'est comme ça, avec des hauts et des bas, que personne n'est parfait. Je l'ai arrêté net. J'ai dit que les hauts et les bas, on les surmonte ensemble, quand il y a du respect. Mais que pendant des années, j'avais été traitée comme une option. Et que maintenant, pour la première fois, j'avais choisi de me mettre en priorité. Il a voulu répondre. Mais il était épuisé, je le voyais dans ses yeux, épuisé de courir après celle qu'il pensait toujours trouver là. Mais cette fois, je n'étais plus là, et ça a tout bouleversé. Il est resté immobile quelques secondes, m'a remercié de l'avoir écouté et s'est retourné pour partir. J'ai fermé la porte doucement, sans colère, sans hâte. Et quand le verrou a cliqué, j'ai senti que quelque chose en moi s'était terminé. Un cycle, peut-être. Une partie de mon histoire qui m'avait toujours pesé. Les jours suivants, ils ont arrêté d'insister. Plus de messages, plus d'appels. Comme s'ils avaient compris que cette fois, c'était différent. Et au lieu de me faire mal, ça m'a apporté de la paix. J'ai repris mes journées avec plus de sérénité. Travail, maison, sortie avec les quelques amis qui étaient encore là. Et surtout, je me sentais légère. Pour la première fois, tout allait à mon rythme, sans exigence, sans pression. J'ai même commencé à planifier un petit voyage. Rien d'extraordinaire, mais juste pour moi. Un week-end à Strasbourg, dans un petit hôtel avec petit déjeuner inclus. C'était déjà plus que ce que je m'autorisais depuis des années. Parce qu'avant, chaque euro en trop partait chez eux. Maintenant, je pouvais l'utiliser pour moi. Et ce n'était pas de l'égoïsme, c'était de l'équilibre. Un mois plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine Claire, qui vit à Dijon. Elle a toujours été plus proche de moi que de Damien. Elle m'a raconté que mes parents avaient vendu des objets anciens de la maison, y compris une horloge qui appartenait à mon grand-père, pour essayer de payer un nouveau chauffage, que ma mère semblait abattue, mais que personne ne parlait de moi. Je l'ai remerciée de m'avoir tenue au courant, mais j'ai dit que je ne pouvais plus rien faire. Et elle a compris, parce que Claire a toujours tout vu. Elle a toujours su qui agissait par amour et qui agissait par intérêt. Et elle m'a dit elle-même, « Tu as fait plus que n'importe qui. Maintenant, c'est à toi de prendre soin de toi. » Après cette conversation avec Claire, tout est devenu plus clair dans ma tête. Je n'avais plus besoin de m'expliquer ou de leur faire comprendre ce qu'ils m'avaient fait, parce qu'au fond, ils savaient. Ils ont toujours su, mais ils ne s'en sont jamais souciés. Ou pire, ils se sont habitués à penser que je pouvais tout encaisser, que je ne dirais jamais non. Et quand je l'ai fait, leur monde s'est effondré. Mais ce n'était pas ma faute. Chacun doit assumer les conséquences de ses choix. Et moi,
J'assumais les miens. J'ai commencé à prêter attention aux petites choses. Dormir mieux, manger tranquillement, prendre soin de mon chez-moi sans me presser. Aller au supermarché en choisissant ce que j'aime, pas juste ce qui est moins cher pour économiser pour les autres. Je me suis offert de petits luxes, un nouveau soin hydratant, un livre de recettes, un pyjama bien chaud. Rien d'extravagant, mais tout ça, c'était pour moi. Parce que pendant trop longtemps, j'ai vécu pour plaire, pour résoudre, pour dépanner. Et ça m'épuisait sans que je m'en rende compte. Un jour, j'ai été convoquée à une réunion au travail. Je pensais que c'était sérieux, mais c'était juste pour m'annoncer que j'étais promue coordinatrice de l'accueil. Rien d'énorme, mais c'était une reconnaissance. Et j'ai été émue, parce que là, au travail, les gens avaient vu mes efforts. Et à la maison, pendant des années, personne n'avait jamais dit « merci ». Je suis rentrée chez moi en souriant. J'ai appelé Camille pour lui raconter. Elle était contente, m'a proposé de fêter ça. On est sortis, on a mangé une pizza, on a ri. C'était léger, agréable, sincère. Et j'ai réalisé qu'il y a une vie en dehors de ces murs qui m'ont exclue, qu'il y a des gens qui nous regardent avec affection, qui se réjouissent de nos succès, sans rien attendre en retour. J'ai commencé à m'ouvrir davantage. J'ai raconté mon histoire à d'autres femmes au travail. 3 d'entre elles ont pleuré. Elles m'ont dit qu'elles avaient vécu des choses similaires, qu'elles aussi avaient été utilisées par leur famille, qu'elles aussi s'étaient senties seules après avoir dit « stop ». On a créé un petit groupe, un espace rien qu'à nous, sans jugement, où on partage, on se confie, on se soutient. Et ça a fait partie de ma guérison. Savoir que je n'étais pas seule, que d'autres femmes fortes et intelligentes avaient aussi été mises de côté, juste parce qu'elles avaient arrêté de se sacrifier. Plus tard, j'ai appris par Claire que Damien était encore parti. Il était allé vivre avec des amis, laissant mes parents derrière lui, une fois de plus, et personne ne lui a rien reproché. Personne ne l'a traité d'ingrat. Personne ne lui a rappelé tout ce qui avait été fait pour lui. Parce que pour lui, il y a toujours eu des excuses. Moi, il a suffi que je refuse une invitation qui n'a jamais existé pour devenir hiérarchisation de la famille. Mais tu sais, ça ne m'a pas surprise, parce que c'était toujours comme ça. On me demandait des comptes. Lui, on l'épargnait. La différence, c'est que maintenant, j'ai arrêté d'accepter cette injustice. Et là, les masques sont tombés. J'ai commencé à imaginer ce que ça aurait été si, dès le début, on m'avait traité avec équité, avec respect. Pas besoin d'adoration, juste un peu de considération. S'ils avaient dit « Céline, merci pour ton aide. On t'apprécie. » Mais ça n'est jamais arrivé. Et maintenant, je n'attends plus. Je continuais ma vie à ma façon. J'ai fait mon voyage à Strasbourg. J'ai séjourné dans un petit hôtel, cosy. J'ai flâné dans les rues, mangé de bonnes choses, visité des boutiques. J'ai acheté une écharpe pour moi, un magnet pour le frigo, pris des photos. Je suis rentrée le cœur léger. Pas parce que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire, mais parce que j'avais vécu quelque chose rien qu'à moi, sans poids, sans culpabilité, sans attente. Et c'est là que j'ai compris que ma vie changeait, que je n'avais pas seulement tourné une page, mais tout un chapitre. Une façon de vivre qui me faisait du mal. J'écrivais une nouvelle histoire. Et même s'il ne le reconnaissait jamais, moi, je le savais, et ça me suffisait. Je ne gardais plus de rancune, mais je n'avais plus d'illusions non plus. Je savais qui j'étais, ce que j'avais fait, et à quel point je m'étais battue. Début mars, j'ai reçu un message inattendu de ma mère. Elle écrivait qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle ne voulait pas se disputer, juste parler. Elle disait qu'elle ne demandait ni argent ni aide, juste me voir. J'ai regardé ce message pendant quelques minutes. Pas par colère, mais parce que je ne savais pas si j'avais encore de la place pour ça en moi. J'avais tellement changé ces derniers mois, appris tellement sur ma propre valeur, que l'idée de m'asseoir avec elle et de faire comme si rien ne s'était passé me mettait mal à l'aise. Mais je savais aussi que si je n'écoutais pas, je risquais de porter ça pour toujours. J'ai répondu qu'on pouvait se voir. J'ai proposé un café neutre, loin de chez eux, dans un endroit simple mais calme. Je suis arrivée la première. Elle est venue peu après, plus maigre, avec des cernes, et un air plus discret que d'habitude. Elle s'est assise en face de moi, tenant sa tasse à 2 mains. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas su gérer la situation, qu'elle avait laissé la peur des conflits prendre le dessus, et qu'il était plus facile de m'éloigner que d'affronter Damien. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point ça m'avait blessée. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Et quand elle a fini, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai tout dit, que ce n'était pas juste à propos de Noël. C'était à propos d'années d'exclusion, de demandes sans reconnaissance, d'obligations sans affection. J'ai dit que je n'étais pas là pour tout recommencer de zéro, mais pour mettre les choses au clair. Maintenant, celle que je suis passe en premier, et je n'accepterai plus moins que du respect. Elle est restée silencieuse. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle n'espérait pas que tout redevienne comme avant, mais qu'elle voulait au moins reconstruire, doucement. J'ai accepté de discuter, mais à mon rythme, à ma façon. Et seulement parce que, cette fois, j'ai senti de la sincérité dans ses mots. Je suis sortie de ce café sans grandes attentes, mais avec le sentiment d'avoir fait ce que je devais. J'avais parlé. Je m'étais montrée, et je n'avais plus caché ma douleur. Après ça, on a échangé quelques messages, sans demande.
sans attente. Juste une conversation légère, comme deux personnes qui essaient de trouver une nouvelle manière d'exister l'une pour l'autre. Avec mon père et Damien, rien n'a changé. Et c'est ok. Je n'avais pas besoin d'une fin parfaite, juste d'une fin qui ne fasse plus mal. Au final, ce qui reste, c'est cette certitude. Je ne dois rien à personne d'autre qu'à moi-même. Je peux être une bonne fille sans m'effacer. Je peux aimer sans m'oublier. Et je peux m'éloigner sans cesser d'être moi. Aujourd'hui, quand je repense à la Céline d'avant, je la regarde avec tendresse. Elle a essayé, elle a cru. Elle est allée au-delà de ses limites pour être acceptée. Mais maintenant, je suis une autre. Je me respecte. Je me mets en priorité. Et si quelqu'un veut marcher avec moi, il faudra marcher à mes côtés, pas sur moi. Peut-être que toi, qui regardes cette vidéo, tu as vécu quelque chose de similaire. Peut-être que tu t'es donné à fond. Peut-être que tu as été mise de côté par ceux que tu as toujours protégés. Et peut-être que tu penses qu'en arrêtant d'aider, tu auras l'air méchante. Mais laisse-moi te dire ce que j'ai appris. Dire non, c'est aussi un acte d'amour. L'amour de soi. Et il doit passer en premier. Avant de plaire, avant de servir, avant tout. Parce que quand tu comprends ça, la vie change. Les poids tombent. Les blessures cicatrisent. Et tu découvres que tu mérites plus que des miettes. Tu mérites du soin, de l'attention, de la reconnaissance. Et surtout, une présence sincère. Aujourd'hui, ma maison est en paix. Mes journées sont simples, mais elles m'appartiennent. Mes relations sont légères. Et je dors tranquille, sans me demander qui va m'écrire pour me demander un service. Sans peur d'être oubliée. Parce que maintenant, ceux qui comptent se souviennent de moi pour de vrai. Et ça suffit. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir à ta vie, à tes relations, à ta voix, alors abonne-toi à la chaîne. Mais pas juste pour suivre les histoires. Abonne-toi pour faire partie de cette communauté de gens qui apprennent à s'aimer, qui en ont assez d'être oubliés, qui disent « stop » avec respect et courage. Et avant de partir, raconte-moi dans les commentaires. As-tu déjà vécu quelque chose de similaire? T'es-tu déjà senti utilisé, seulement appelé quand on avait besoin de toi? Comment c'était? Qu'as-tu appris? Je lirai chaque message avec attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo.